Je m'appelle Marlène Moret. Je suis enseignante au lycée Saint-Cernin à Toulouse et chargée de cours à l'université Jean Jaurès. Et quelle est ta spécialité Je de recherche? suis, je suis spécialiste d'histoire des intellectuels en Amérique latine, particulièrement en Équateur, durant la première moitié du XXe siècle. Bon, t'es une civilisationniste, quoi. Une américaniste civilisationniste. Alors, allez, on commence par le commencement. Dis-nous quel est le titre de ta thèse, en quelle année tu l'as soutenue, dans quelle université et sous la direction de qui? Bien, le titre de ma thèse était Les intellectuels du groupe de Guayaquil dans l'Équateur des années 1920 à 1940. Et le sous-titre Trajectoire, réseau et construction identitaire. Ouais. Je l'ai soutenu le 14 décembre 2022 sous la direction de Sonia Rose à l'Université Toulouse Jean Jaurès. Ah, mais c'est tout frais, ça, c'est bien. Une jeune docteure. Bon, du coup, toi, quand tu vas nous parler de ta thèse, c'est pas des souvenirs de il y a 50 ans, 40 ans, 30 ans, 15 ans. C'est parfait. Alors, avant qu'on commence à parler de ton parcours, je vais te poser mes deux questions obsessionnelles de maintenant. Pourquoi l'espagnol et pourquoi prof? Euh, En fait, j'ai d'abord je me préparais pour être avocate. J'ai, j'ai fait des études de droit à Quito, à l'Université centrale, entre 83 et 86. Mais je me suis mariée et je suis partie en France. Et comme je ne connaissais pas le français, j'ai fait quelque chose qui était à ma portée à ce moment-là. Et puis, l'espagnol me plaisait, bien évidemment. La grammaire, l'enseignement, ça m'a toujours plu. Donc, j'ai complètement, euh, disons que j'ai changé, j'ai fait un tour complètement différent. Pas de regret? Absolument pas. Non. Absolument pas. Non, aucun. Aucun. Alors, puisqu'on est sur le volet de l'enseignement, c'est quoi un bon prof? Et tout d'abord, je pense qu'un bon prof, il doit être à l'écoute de l'élève. De notre temps, il doit voir vraiment quels sont, est-ce qu'il y a un malaise psychologique et pour voir quel est son parcours aussi. Parce que, par exemple, vous pouvez avoir des élèves allophones, par exemple, Mm. pour pouvoir adapter vos pédagogies. Et donc là, pouvoir transmettre le, ton savoir, parce que un enseignant, c'est ça. Tu transmets euh, et tu fais des citoyens, en fait. Ouais, c'est Tu ça un bon prof. collabores. C'est quelqu'un qui fait un citoyen. Oui. Ah, j'aime bien ça. Je garde. Je garde. Bon, allez, venons-en à ton parcours. Donc, tu as expliqué que tu étais partie pour faire devenir avocate, etc., qu'il y a eu le revirement. Hein. Mais alors après, donc tu arrives en France et puis tu te mets sur les rails du parcours banal de l'hispaniste lambda avec une licence, un master, un master 1, un master 2, etc. Ou tu fais autre chose? Euh, D'abord, donc, je suis arrivée à Paris, mais après, je suis partie à Madrid, où j'ai fait des études dans une antenne de l'Université Toulouse-Le Mirail à ce moment-là. Et donc, j'ai commencé mes études à Madrid, mes études français à D'accord. Madrid. Ok. Voilà. Donc, mais tout, disons, très doucement, puisque j'avais donc une petite famille.
Et après, j'ai fait le parcours, disons, classique, mais à petite dose. D'accord. Donc, pour abréger, j'ai fait mes 2 années de recherche, d'abord entre donc 96 et 97, sous la direction de Monsieur Jacques Gillard, donc d'abord maîtrise, puis DEA sur l'Amérique latine, avec Monsieur Jacques Gillard qui a été vraiment une vraie étoile pour moi. Euh, et ensuite, en 98, j'ai eu le CAPES, le CAPES externe. Et en fait, là, j'ai mon directeur de recherche d'alors m'a dit que en fait, il valait mieux avoir l'agrégation avant de vouloir faire une thèse. Ce que j'ai trouvé qui était vraiment très sensé et j'ai suivi son conseil. Bien. Mais voilà, c'était une sacrée paire de manches d'avoir l'agrégation. Et je l'ai réussi en 2013 sans m'arrêter de travailler à plein temps, bien sûr. Et donc en 2015, j'ai donc 2 années de repos et 2015, j'ai en fait entrepris le travail de recherche, inscription à l'université Toulouse-Jean Jaurès pour ma première année de thèse. Mais bon, en fait, chaque année que je venais, quand je pouvais venir en Équateur, je faisais mes recherches, sachant déjà que je ferais cette thèse-là, parce que je Oui. savais que je n'aurais pas le temps de venir, le temps et l'argent de venir souvent. Alors attends, je vais rembobiner parce que comme moi, Jacques Gillard, tu te doutes, avec Garcia Marquez, je le connais très bien. Et en plus, il était à mon jury de thèse. Alors, Ah, mais oui, oui, oui. Et alors, tes mémoires là, de maîtrise et de DEA, puisque tu parles le langage de l'ancien temps, ils portaient sur quoi? alors, en fait, mon mémoire de maîtrise, donc, c'est en fait j'ai de la suite dans les idées, comme on dit. Ouais. Euh, En fait, mon mémoire de thèse, de maîtrise, c'était sur journalisme et littérature, j'abrège, dans l'Équateur, avec les recherches sur José de la Cuadra, donc Mhm. sur la presse de Guayaquil, entre 1919 et 1927, c'est-à-dire les premières années de cet intellectuel, de cet écrivain, ce maître conteur. Puis en 1997, je continue avec la même idée. Et donc, mon mémoire de DEA porte sur études sur le groupe de Guayaquil. Ce qui veut dire ici, c'est surtout la réception du groupe de Guayaquil sur certains pays, c'est-à-dire pour faire une sorte d'échantillon Oui. de cette réception. Bon, à ce moment-là, on n'avait pas Internet 97, donc j'ai pu faire avec Altavista et tout ça, mais Ah. voilà, j'ai pu avoir déjà une idée. Et alors, pourquoi Et attends, on a tous une obsession pour un sujet. Pourquoi tu t'étais mis dans la tête dès ton mémoire de M1, bon, plus ou moins, quoi, de partir sur ce sujet-là? Pourquoi? oui, alors, en fait, quand on a fini la licence, à la fin de l'année de licence, il fallait envisager, c'est ce qu'on nous avait dit à l'université, c'était qu'il fallait envisager donc une maîtrise, non? Oui. Et soit on arrivait avec un sujet de notre part, Mm. soit euh, les directeurs de recherche présents vous proposaient un sujet. Mm. Alors, cette dernière option ne me plaisait absolument pas. Ok. Donc, je me suis dit,
moi, j'ai un sujet à moi et mais les écrivains du groupe de Guayaquil m'ont toujours plu depuis mon enfance, mon adolescence, bref. Euh, donc, je me suis dit, j'ai envie de faire sur ce groupe de Guayaquil. Alors, je me suis dit, mais est-ce que vraiment ce groupe de Guayaquil est connu en France? Et donc, j'ai cherché sur à la bibliothèque de mon université, est-ce que vraiment ils étaient connus? Et en fait, j'ai pu voir que, par exemple, dans l'anthologie L'histoire de la littérature de Anderson Humbert, il n'y avait rien Ah sur oui? le groupe de Guayaquil. Non. Et sur la britannique Jean Franco, il y avait quelques lignes. Et je me suis dit que Mhm. c'est dommage qu'il y ait soit un silence, soit vraiment un petit peu d'espace. Et donc, voilà, c'est ce que je me suis dit, voilà, je vais faire sur eux. Alors, pour qui ne connaîtrait pas le groupe de Guayaquil, est-ce que tu peux nous le présenter? C'est qui? Et puis, pourquoi ils ont fait groupe? Hein, et c'est quoi? Ils avaient quoi comment est-ce qu'ils réfléchissaient le monde? Quelle réception ils ont eu? Alors, en France, j'ai compris rien, mais quelle a été leur empreinte en Amérique latine? Alors, tout d'abord, ce sont cinq écrivains connus d'abord, surtout sur le profil d'écrivain, tout d'abord, Ok. toujours. Donc, justement, ma thèse, c'est plutôt intellectuel. Ça, c'est donc à partir des années de 2015. Alors, donc, ils sont connus comme écrivains, ce qu'on appelle le réalisme magique. Euh, pour certains, réalisme magique, le réalisme merveilleux, mais ce sont des écrivains qui appartiennent, qui sont nés à Guayaquil. Donc, Hmm. sont nés entre 1903 et 1912. Ouais. Et en fait, c'est un groupe sans être un groupe. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu une reconnaissance institutionnelle. Mhm. Et d'abord, ça a été juste une amitié, ça a été juste parce que ils étaient au même collège ou lycée, comme on appelle en France, mais les mêmes inquiétudes, surtout les mêmes idées, plutôt hommes de gauche, et les mêmes engagements. Donc, c'est là où je vais justement arriver à 2015, c'est ce profil intellectuel, c'est ça qui va les rassembler plutôt. Tu peux nous donner leur nom? Et alors, les écrivains, donc je vais commencer par José de la Cuadra, Demetrio Aguilera Malta, Enrique Gil Gilbert, Joaquín Gallegos Lara et Alfredo Pareja Diez Canseco. Bon, et c'est quoi ce Bon, profil intellectuel dont tu parles alors? alors, leur profil intellectuel, en fait, il y a, disons, deux grands volets où justement, ils sont plus engagés dans les idées de gauche. Trois, ce sont des socialistes. Deux sont communistes. Et ils vont s'engager dans la réflexion des identités de l'Équateur, de cette Ah oui. construction à partir des archétypes, des figures comme le Montuyo, le Cholo, et même réfléchir, mais en moindre mesure, sur l'Indien, non seulement de la montagne, mais encore de l'Amazonie. Et ça, c'est ce que j'ai découvert récemment, c'est que même de l'Amazonie, j'ai trouvé des articles en Espagne, par exemple. Ah oui, quand même. Bref, Ouais. oui, oui. Donc, c'est-à-dire que je ne pouvais pas laisser de côté tout ce qui est les réseaux intellectuels entre les pays, comme par exemple, j'ai pris la France, l'Espagne, le Pérou,
Et, et en fait, ils ils ont été vraiment très bien connectés. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour ça. Et alors ta thèse, alors, bon, donc ça c'est ce sur quoi tu veux réfléchir, ce que tu veux mettre en évidence, etc. Et c'est quoi la thèse de ta thèse? C'est-à-dire, tu as l'impression d'avoir conclu quoi? Alors, euh, d'abord, ce que j'ai mis en avant, c'est peut-on parler du groupe de Guayaquil comme d'un groupe d'intellectuels actifs dans des débats idéologiques et des mouvements politiques qui ont transformé l'Équateur entre les deux guerres mondiales. Bon, ça c'était ta question Ça, initiale, en gros. voilà. Leur activité a-t-elle eu un impact Mm. à plus ou moins ou long terme sur l'évolution de la société à laquelle ils appartiennent? Bon. Quel a été leurs apports aux lettres équatoriennes, mais encore aux constructions identitaires? Et alors c'est quoi tes conclusions? Tu en es pendientes là? Alors, oui, et disons que c'est le groupe de Guayaquil est un groupe d'intellectuels. Ça, Voilà. c'est, voilà. Et très actif dans les débats idéologiques, comme je l'ai dit, puisqu'ils étaient au centre de la formation du Parti socialiste en 1926 et du Parti communiste en 1931. Mhm. Donc, il, ça, c'est indéniable. Disons, je me base surtout sur des documents que j'ai retrouvés sur les archives. Ensuite, leur activité a-t-elle eu un impact? Oui, elle a eu un impact à, à, là, à court terme, mais à long terme, parce que par exemple, si je prends l'exemple de la constitution équatorienne en 2008, eh bien, là, on se base sur justement euh, la revendication du Montubio, l'une des constructions des figures littéraires du groupe de Guayaquil, surtout de José de la Cuadra. Donc, la société aujourd'hui, même si certains n'ont pas lu José de la Cuadra ou n'ont pas lu les écrivains du groupe de Guayaquil, ils savent, les Équatoriens savent que il y a eu ce groupe, que c'est un groupe très important pour l'identité équatorienne. Et en fait, à mon avis, c'est devenu une sorte de d'antéléchie, comme on dit. Et c'est un peu vide, mais elle est présente. Oui, oui. Voilà. Donc c'est ce que j'allais te dire, c'est-à-dire aujourd'hui, ils existent encore, même si c'est comme une espèce voilà, de référence un peu creuse, mais ça sonne, quoi. Oui, oui, oui. Alors, par exemple, là, par exemple, j'ai ma thèse, je l'ai traduite, je l'ai mise à actualiser et je l'ai traduite à l'espagnol et je l'ai actualisée. J'ai mis d'autres documents que j'ai trouvés entre 22 et 26. Non. Et là, je l'ai publié sous format de livre pour public, chercheur et public plus large. Eh bien, là, le lancement de mon livre a eu lieu à Guayaquil la semaine dernière. Et, et vraiment, j'étais vraiment surprise de l'accueil Ah ouais. de... Et il n'y avait pas que des chercheurs. Et vraiment, y compris, il y avait même des enseignants du secondaire. Donc, pour moi, c'est indéniable que le groupe de Guayaquil est vraiment présent dans l'esprit de l'équatorien. Mm. Voilà. Et alors, Équatorien, équatorien. et alors au-delà des discours, des correspondances sur lesquelles, les archives hein, sur lesquelles tu as pu t'appuyer, pour les textes littéraires, tu nous conseilles de lire quoi de ces auteurs? Alors, en fait, c'est que ils sont très riches. Chacun euh, a, a accompli un anglais différent. Il y en a un,
Par exemple, Demetrio Aguilera Malta, c'est le plus polyvalent de tous les écrivains, de tous les cinq. Il a fait du théâtre, il a fait de la poésie, il a fait des contes, tout. José de la Cuadra, également, il est riche, c'est son art. Hmm. Euh, il n'a pas fait de cinéma, et, contrairement à Demetrio Aguilera Malta, et, et, et il n'a pas fait de théâtre. Voilà. Et les autres, c'est entre histoire et politique et conte. Donc, moi, par exemple, il y a un conte que j'aime bien, c'est La Tigra. Ah J'adore oui, La Tigra. Emmanuel Sinardet avait fait une communication dessus, c'était génial. Oui, 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 je la cite aussi dans ma thèse et dans mon livre. Euh, c'est comment dire, comme on dit ici, un conte, une nouvelle qui est vraiment très, c'est-à-dire que pendant de longues dates, on l'a classé comme, voilà, c'est quelque chose d'indéniable, les gens de la côte, c'est comme ça, les femmes sont comme ça. Il y a l'homme qui est fort, la femme qui est ceci, cela, mais on rentre dans les stéréotypes. Mais là, en fait, j'ai montré sur un article d'ailleurs publié sur Crisol, que en fait, c'est José de la Cuadra, ce qu'il fait, c'est qu'il renverse la situation et il dit non. En fait, elle est de armas tomar, comme on dit. Hmm. Elle est, elle est vraiment, elle ne se laisse pas dominer. Mhm. Donc, c'est une écriture qui est très bien faite dans le sens où il y a ce suspense. Il n'y a pas aussi une écriture du langage, disons, des montures un peu collées, comme très artificielles Hmm. du réalisme. Et en fait, il outrepasse, disons, tout ça. Donc, à mon avis, la nouvelle la plus, par exemple, de José de la Cuadra, la plus construite. D'accord, bah, on note pour cet été la Tigra. La Tigra. Et alors, à part le rôle de ta directrice de thèse, sur le rôle de laquelle tu peux revenir ou pas, est-ce qu'il y a des gens qui, dans ton parcours de doctorante, ont été importants, que ce soit dans la sphère académique ou peut-être dans la sphère privée? Alors, en fait, de mon parcours de doctorant, j'ai eu plutôt l'esprit des personnes qui n'étaient plus à côté de moi, si vous voulez. Par exemple, Monsieur Jacques Gillard était déjà décédé en 2015. Mm, Mais je me souvenais toujours comment il fallait faire les recherches dans les archives, comment il fallait faire pour faire parler les documents que je trouvais. mm. Et donc, lui, je l'ai eu vraiment présent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, mes enseignants de l'Université de Toulouse, Jean Jaurès, surtout Monsieur Jean-Marie Saint-Lut Et oui. et Bernard Bessière. Leur méthode et la richesse de documents étaient pour moi une découverte à chaque cours. Mm, Donc, je les ai eu tout le temps présents. Ils ne le savent pas, mais je les ai eu présents. Et mon mari, c'est un fin lecteur, très carré, très méthodique et polyvalent. Donc, ces personnes-là, voilà, ils ont été vraiment un soutien sur le point de vue intellectuel ou pédagogique. bon, j'imagine que malgré ces soutiens, il y a eu des difficultés,
Malheureusement, comme tout doctorant, tu as dû souffrir. Oui, Alors, ces difficultés, elles étaient de quelle nature et est-ce que tu as réussi à les dépasser? oui, je les ai réussi. Et en fait, la plus grande difficulté pour moi, c'était le foisonnement de documents Ah oui. que, à, à la fois, c'était émouvant Mm, parce que quand vous avez un tas de documents, oh là là, que c'est enivrant, mm. mais on se dit, mais par quoi je vais commencer, comment je vais classer? Et en fait, c'est Oui. là que la rigueur doit être très présente. Mm. Et une autre difficulté, c'est la répétition de fausses informations sur les Ah oui, critiques du groupe acquis. Il y a, et encore, j'entends euh, barbaridades, des énormités des horreurs, ouais. sur le groupe de Guayaquil qui Mm, sont complètement fausses mm, et mm. qui, en fait, ça montre qu'on n'a pas lu, qu'on ne fait que répéter, 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 en fait, et c'est là qu'on construit des sortes de mythes et puis et on tergiverse l'histoire. Ah oui, oui, non, mais c'est sûr. Et ça, c'est malheureux. Et bon, et puis, une difficulté, disons, en question un peu logistique, c'était, mais bon, j'ai réussi à mettre un rideau, disons, c'est que je travaillais à plein temps euh, en ayant une petite famille qui s'agrandissait. Et donc, il fallait gérer les deux volets, c'est-à-dire, j'avais pas deux volets, mais trois volets. Et donc, il fallait que ce soit carré pour tous les trois et sans délaisser aucun d'eux. Voilà. Et mon travail à plein temps, il fallait que je fasse mon travail, que je ne délaisse pas mes élèves, Bien hors de sûr, question, bien sûr. bien sûr. Et il faut continuer son rêve sans délaisser les autres. Mm, mm. L'écriture, ça a été un problème pour toi? Si, au tout début, ça a été un problème. Parce que, en fait, bon, d'abord, par exemple, mon mémoire de maîtrise, c'était en espagnol. Monsieur Mm. Gélard a dit, vous pouvez essayer, à la faculté, on a accepté. Donc, pour moi, c'était facile. En DEA, le mémoire de mes DEA, c'était facile parce que, en fait, c'était seulement environ 80 pages. Oui. Donc, c'était beaucoup plus facile. Mm. Et puis, c'était plus littéraire. Je sais pas, je trouvais plus de commodité pour rédiger euh, concernant la littérature, etc. Mais Ah oui, quand j'ai abordé l'histoire intellectuelle des intellectuels, il fallait rédiger en français, c'est-à-dire me faire un peu de force. et oui, Et puis, sur un sujet qui demandait plus de rigueur, de méthode et aussi de référence d'autres, à des historiens, Saïd, Foucault. Donc, il fallait que je sois aussi dans leur pensée et que je maintienne cette rigueur aussi. Voilà, là, mais c'était super. et alors, tu as commencé par écrire dans l'ordre, c'est-à-dire l'intro, les parties, la conclusion, ou tu as fini par la conclusion? Ou tu as commencé par la troisième partie? Non, d'abord, j'ai fait une ébauche de l'introduction, Mm. mais après, à la fin, je suis revenue sur l'introduction et la conclusion. Et D'accord. même un mois avant, j'ai refait la deuxième partie parce que je me suis dit, ça tient pas. Ah oui. C'est, ah oui, oui. Donc,
mais c'est... Non, là, j'ai suivi le conseil de Monsieur Saint-Lu quand il nous donnait des conseils pour rédiger. Donc, c'était explication de texte, c'est ce que nous avions avec lui. Et en fait, il nous disait, vous faites toujours une ébauche de l'introduction Mm. et il faut y revenir. Ouais. Donc, voilà, c'est ce que j'ai fait. Bon, un jour arrive la soutenance de la thèse. Et est-ce que tu peux commencer par nous dire qui étaient les professeurs qui composaient ton jury? Alors, donc, mon jury était composé par Monsieur Philippe Altman, professeur à l'Université centrale de Quito, rapporteur. Madame Emmanuelle Sinardet, professeure à l'Université de Paris-Nanterre, rapporteure et présidente du jury. Madame Anne-Claudine Morel, professeure à l'Université Côte d'Azur, Nice, examinatrice. Monsieur Michael Handelsman, professeur émérite à l'Université de Tennessee, USA, examinateur. Madame Catherine Heyman, professeure émérite à l'Université Paris-Nanterre, examinatrice. Et de Monsieur François Gaudichaud, professeur à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, directeur du laboratoire Framespan et représentant de la directrice de thèse qui était souffrante, Madame Sonia Rose. Dis donc, tu avais un Voilà. gros jury? Ils étaient combien? Oui, 7? euh, euh, 6, puisque Madame Rose n'était pas là. Ah oui, d'accord, 6. Bon, d'accord. Alors, quel souvenir est-ce que tu gardes de cette journée? Euh, un peu le stress. Le Ah, t'étais... stress, Ouais. c'était encore... j'avais peur que, que je sais pas, je voulais déjà être après soutenance. Ah, c'est vrai, Donc, t'avais hâte que ce soit terminé. ah oui, 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 oui. Et en fait, c'était un sentiment bizarre, je dirais paradoxal. Euh, une fois que j'ai soutenu, je me suis sentie à la fois soulagée parce que je venais d'accomplir mon rêve d'écrire sur le groupe d'intellectuels, d'écrivains, d'hommes engagés sur le cours de l'histoire, qui ont tissé des réseaux et ont traversé des frontières. Et en même temps, j'ai ressenti un vide. Bon, mais pas pour longtemps. Mhm, je me doute. Mais c'était agréable. Et puis, il y a quelque chose qui m'a fait énormément de plaisir, c'est que ma mère pouvait dire, voilà, ma fille a réussi. Voilà. Ça t'a Mes ému, ça? enfants, Mhm. oui, oui, voilà. Ça, c'est, en fait, c'était plutôt un cadeau pour eux. Oui, mais je comprends. Voilà. Et alors, c'est une question là que je me pose depuis quelque temps. Quand tu as été proclamé docteur donc de ton Oui. université, est-ce que ça a changé quelque chose sur l'impression de légitimité que tu pouvais avoir? C'est-à-dire, est-ce que là, tu t'es dit, cette fois, je suis légitime, j'ai passé un cap Oui, il y a un petit peu de légitimité parce que, comment vous dire, en fait, par mes origines, c'est pas toujours facile. Et, et même si j'ai eu l'agrégation externe en 2013, euh, c'est pas toujours facile. Hmm. Voilà. Donc, le doctorat, même si c'est pas le but de la rédaction de ma thèse, hein, non, non. Le doctorat quand même permet beaucoup de choses. Non, mais Voilà. c'est sûr, c'est sûr. Puis en plus, tu es adoubé, intégré, accueilli dans le gremio, quoi, des chercheurs, les docteurs. C'est quand même une communauté universitaire.
tu- les gens Oui, qui ont fait une thèse. Donc, oui, ouais, je oui, comprends. oui, 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 oui. Mais bon, il y a des choses qui ne bougent pas quand même, hein. Mais bon, Ouais, globalement, c'est très, très positif, hein, d'avoir un doctorat, ça c'est certain. Et puis, disons, ça, c'est sur le plan, si on veut, administratif. Mais moi, ce qui me paraît beaucoup plus satisfaisant, c'est sur le plan intellectuel. oui, Parce que on acquiert, bon, il faut quand même de la rigueur pour faire une thèse, mais en fait, quand on achève une thèse, euh, il y a aussi, euh, on va pas dire qu'on achève, mais c'est si la thèse elle a été comme il fallait qu'elle soit, euh, c'est quand même, ça montre que on peut réussir et qu'on peut travailler euh, à bon escient, si on veut, mm, euh, qu'on peut, je vais peut-être faire une comparaison euh, un peu déplacée, mais un peu à jour. Hier, j'ai entendu, si se puede, si pudimos, c'est le slogan de l'Équateur, le match de l'Équateur contre l'Allemagne. l'Allemagne. Mm, Et en fait, on avait cette idée un peu défaitiste qu'on n'allait pas réussir le triomphe. mm. Et donc, si c'est possible, je dis, ben oui, si, on peut rédiger en français, même si on n'a pas eu la méthode au tout début en collège et lycée. Si on veut, on peut. Si on peut se plonger dans les études, si on a cette passion, parce que c'est surtout la passion qu'il faut. Ça, c'est très important, ouais. Et alors, parce que tu m'as dit que tu étais émue, ta maman, tes enfants, tout ça, est-ce que tu as versé une petite larme pendant la soutenance, à la fin? Je m'en souviens pas. Je ne Ok, m'en souviens t'es pas. dans le déni, d'accord, tu fais du déni. Bon, ok. C'est normal, t'inquiète pas. Euh, Euh, alors, est-ce que... si, si, Ah, quand je même. crois. Tu vois, maintenant que tu grattes un petit peu. Hmm. Quand j'ai embrassé ma mère. Ah, c'est bien, ça fait partie du truc. Est-ce que tu as l'impression que... alors évidemment, tu as soutenu ta thèse il n'y a pas longtemps, donc la question, elle est pas très, très adaptée, mais disons, dans quelle mesure est-ce que avoir fait cette thèse, ça a une influence sur... au-delà de la question thématique. Bon, j'ai bien compris, vraiment, ça, c'est ça qui t'intéresse et tu vois qu'il y a des choses à creuser, de ça. Bon, d'accord, laisse le côté thématique de côté. Ouais. Dans quelle mesure est-ce que cette thèse, elle influence la recherche que tu vas faire maintenant, que tu fais depuis 4 ans et la Ouais. recherche que tu feras après? Première chose. Et dans quelle mesure, puisque tu es prof dans le secondaire et que tu donnes des cours à l'université, dans quelle mesure est-ce qu'elle influence la prof que tu es? Alors, oui, tout d'abord, je crois que c'est la rigueur. Hmm, La rigueur que on doit avoir pour un travail de recherche, ça c'est un grand atout pour l'enseignement aussi. Euh, les connaissances que l'on a acquises au fil de nos recherches, en fait, sont une sorte de substrat hmm, qui surgit et ressurgit quand on a besoin d'enseigner sur telle ou telle thématique. Et là, par exemple, si par exemple dans l'enseignement secondaire, parfois nos élèves nous surprennent avec des questions que on ne s'attendait pas. Et là, tac, le substrat qui ressort. hmm, hmm, hmm. Oui. Autrement dit, en fait, on a une culture plus vaste et une capacité aussi de, de, de réponse aussi. Mais cela dit, je vais vous dire, franchement, j'ai des collègues dans le secondaire qui sont excellents et qui n'ont pas fait de thèse.
Ah oui, bah de toute façon, la thèse fait pas l'excellence, hein, ça c'est clair. Mais en tout cas, toi, Voilà. tu vois l'influence directe. Il n'y a pas en gros une vie séparée entre toi, la chercheuse, et tes cours, quoi. Oui. Oui. Tu vois le pont qui se fait entre les deux, quoi. Oui. 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 Bon. Alors, tu as dit que tu avais traduit ta thèse, donc la question suivante, la réponse va être oui. C'était est-ce que tu as relu ta thèse? Bon, donc tu l'as relue puisque tu l'as traduit. Donc autant dire que c'est pas simplement tu l'as relue, c'est que tu l'as regardée à la loupe pour la transvaser, évidemment la repenser probablement et tout ça. Bon, est-ce que c'est douloureux de relire sa thèse, Marc? Bon, en même temps, toi, à 4 ans d'écart, t'as pas, ça n'a pas pris un trop gros coup de vieux. Quand on relit pas sa thèse pendant 20 ans, 30 ans, puis que d'un seul coup on l'ouvre, on peut avoir un choc. Mais est-ce qu'il y avait quand même déjà un petit peu de recul par rapport à ce que tu avais pu écrire? Oui. Ah oui, Oui. déjà? C'est-à-dire, bon, bon, en commençant par les coquilles. Bon, mais On, ça, ça, c'était inéluctable, comme on dit. Euh, puis, en fait, je me suis dit, ah tiens, cette première partie, en fait, elle est un peu pénible. Elle était nécessaire, mais elle est un peu pénible. ouais, Bon, voilà, des choses comme ça. Bien sûr, on a ce recul, même si c'est encore, en fait, frais. grosso modo, 3 ans, quelques, parce qu'après, c'est une année presque d'impression et tout ça. Hmm. Et en fait, si tu dis, mince, là, pour le bouquin, il faut que ce soit, je vais compléter. Donc, j'ai complété des infos, j'ai complété des documents que j'avais, parce que, en fait, et on a, même si c'est, par exemple, dans mon cas, puisque je travaillais à temps complet, j'avais un temps plus large, le double que un jeune, par exemple. Hmm. Donc, mais quand même, quand on travaille à temps complet, cette année, c'est quand même un peu juste. Donc, il fallait faire donc le choix, et on est donc un peu, comment dire, le temps nous pousse. Donc, Et une il pression, fallait ouais. faire le choix vite. Ouais. Voilà. Donc, oui, 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 là, on a un peu plus de recul et du calme aussi. Hmm. Oui, c'est ça. Donc c'est pas mal en fait de faire cette thèse en deux temps, sans pression. Après, ça permet de mûrir peut-être mieux son travail. Ouais. Oui, 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 Et alors tout s'il à y a fait. une chose que tu regrettes de cette thèse, ou que tu ferais autrement, La première partie, je la décidément. ferai Mhm. encore un peu plus, je ne sais pas, mais je la compléterai un petit peu plus, la D'accord. première partie. Voilà. Et est-ce qu'il y a Et, est-ce que quand tu as fait la traduction, il y a des pages que tu as relues ou des phrases où tu t'es dit, mais franchement, comment j'ai pu écrire ce truc, quoi? C'était pas bien, oui, cette première partie, la transition entre la première et la deuxième partie. t'es pas contente, ouais. Mais Ok. non, pas tout à Bon. fait. Bon, c'est resté comme ça. Là, c'est fait, c'est fait. Hein, je n'y reviens plus. Tu l'as rendue, voilà. Non, ça a été enregistré comme ça. Et elle est où la thèse chez toi? Elle est rangée au garage? Elle est dans une bibliothèque sur le trône de la reine d'Angleterre? Elle est où? Alors, elle est dans ma bibliothèque, rayon Amérique latine. Ah voilà, Voilà. elle est au milieu de Ouais. l'Amérique latine. Bah, elle est à sa place. Elle est au milieu de l'Amérique latine, étagère, Équateur. Ok. Et alors de temps en temps, quand ton œil la croise, hein, tu lui dis ah bah t'es là toi? Là, Je l'ai mise à côté de mon mémoire de baccalauréat, parce qu'en Amérique latine, on faisait à ce moment-là le baccalauréat avec un mémoire, une monographie, hein. Ouais. Et c'était sur la Révolution française. Ah tiens, c'est Donc, marrant. je l'ai mise juste à côté. En fait, D'accord. c'était ma destinée. Voilà, elles sont toutes les deux en bonne compagnie. Oui. Alors, quels sont les conseils que tu donnes ou que tu donnerais à de jeunes doctorants? Alors, euh, alors, je leur dirais, si je puis me permettre, de ne pas se décourager. Oui.
Le projet de recherche que nous nous fixons est complexe, mais c'est en fait une bouée qui vous permet de fouiner d'autres temps, d'autres vies, de vous imprégner d'elles, de les analyser, les comprendre et les contextualiser pour ainsi comprendre leur temps Mm, et le nôtre. Je leur dirais que le travail qu'ils sont en train de faire sera un grand apport pour la société. mm. Tu le penses vraiment? Ah, je le pense. Bon. Parce que, par exemple, pour ma thèse, pour ma thèse, bon, le jury de ma thèse m'a demandé de traduire ma thèse. Il m'a dit, euh, il m'a dit que ce serait bien que les chercheurs latino-américains puissent le lire. Mm, Et, en fait, j'étais tout à fait d'accord parce que, en fait, ce que vous découvrez, les documents que vous récupérez, ce n'est pas à vous, c'est un patrimoine. c'est vrai. Il faut que ce soit à la portée des autres. Mm, Qu'est-ce que ça fait entre quatre murs d'une bibliothèque ou compressé, disons, dans une plateforme à laquelle ont accès seulement les chercheurs français? c'est vrai. Il faut que les chercheurs latino-américains puissent aller la consulter eux aussi, elles aussi, et, euh, et c'est aussi les citoyens. Hein, et en fait, je le pense et c'est pour ça que, en fait, pas seulement je le pense, mais je l'ai fait parce Mm, justement, j'ai c'est agi vrai. en, disons, en connaissance de cause, comme on dit. Donc Voilà. aujourd'hui, quand il y a des gens qui disent mais ça sert à quoi de faire une thèse au 21e siècle? Toi, tu as plein d'arguments pour dire mais ça c'est indispensable. Ah oui, ah oui, mais pour moi, c'est très enrichissant de faire une thèse. Mm, Et ça, non, c'est mon avis, hein, je comprends pas. Voilà. Pour moi, c'est bien de faire une thèse. Bien sûr, pour être heureux, on peut ne pas faire une thèse. Ça, il y a des gens, chacun pense ce qu'il veut. Mais mon avis, c'est si je suis dans la recherche, si je suis dans l'enseignement supérieur, ben, voilà, ou même là, je suis surtout titulaire d'un poste dans le secondaire, bien sûr, que euh, c'est très enrichissant, c'est important. mm. Ouais, ouais, je comprends. Et moi, en fait, euh, comment dire, pour moi, par exemple, l'élément qui a déclenché et qui a motivé le sujet de ma thèse, et il fallait que ce soit après pour être un livre, c'est parce que j'aime lire l'histoire des idées. La Mm. fiction que je lis a toujours une toile de fond historique, de débat idéologique. C'est ça, c'est ton obsession à Donc, toi. ah oui, oui, c'est ça. Et en fait, c'est parce que il y a eu, j'ai eu, en fait, il y a eu quatre événements qui m'ont complètement mis sur le rail de l'histoire des idées. C'était que lorsque je préparais la grègue, par exemple, premièrement, je préparais la grègue externe longtemps, j'ai eu une question, une thématique sur les espaces de sociabilité de la fin du 18e et du début du 19e siècle. Et ça, j'en ai fait une deuxième partie, un chapitre dans ma deuxième partie de mon bouquin, Ouais, de ma ouais. thèse. Mhm. Oui. Deuxièmement, en fait, j'ai lu la correspondencia Benjamin Carrion en 1997, édité par un chercheur indépendant, Gustavo Salazar Calle. Et en fait, ça m'a beaucoup plu.
Hmm. Et après, tout de suite après, j'ai lu la correspondance entre Stéphane Zweig et Romain Rolland Ah oui. dans les années 27. Hmm. Et, et là, je me suis dit, en fait, il n'y a pas de juxtaposition de trajectoires individuelles, mais des échanges constants. Hmm. Le groupe de Guayaquil est en plein de cette dynamique de groupe sans avoir cherché de reconnaissance institutionnelle. Hmm. Et, euh, et, euh, et le troisième point, c'est Bernard Bessières, qui était mon prof d'histoire de l'Espagne lors de ma préparation au CAPES externe d'espagnol, c'est-à-dire en 97. Il nous faisait travailler sur des documents historiques tirés surtout d'un livre de référence. C'était un livre noir, je m'en souviens très bien, je l'ai encore. Il était, mais c'était un bouillonnement d'idées qui transperçaient ces pages et, et ces pages m'interpellaient sur ce qui avait pu être en Équateur, quels étaient les acteurs et le débat d'idées. Hmm. Je n'ai fait donc euh, entre la première et deuxième partie de ma thèse. Ah, ça a s'aimé. Et, Pas tombé et le, dans. der- et le dernier point, c'est qu'en décembre 2006, quand j'habitais à Madrid, j'ai eu l'opportunité d'assister à un stage d'une semaine organisé par l'Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, et l'Institut français de Madrid. Euh, le séminaire s'appelait Les intellectuels français et Ah, européens et la guerre civile espagnole. ah, oui, oui. Son directeur était Santos Julia Díaz. Et alors, à ce stage, à ce séminaire, ont assisté, ont donné des conférences de nombreux historiens et ils ont dirigé des tertulias, des réunions, mais des conversations. C'était très riche, hein. Et alors là, je me suis passionnée par les échanges, justement, les engagements de ces intellectuels de cette première moitié du XXe siècle. Là, j'ai plus de doute, hein. Je me suis dit, c'est ça pour moi. Voilà. C'est marrant, En comme fait, les choses se combinent les unes aux autres et progressivement nous mettent face aux choses qu'on a envie de travailler. Ouais. C'est intéressant. exactement. Mm. Alors, pour finir, est-ce que tu veux bien prendre ta thèse, l'ouvrir Oui, à la première page, donc à l'introduction, nous lire la oui, première phrase de ton introduction et nous en faire un commentaire. Rétrospectivement, tu en d'accord. penses quoi? Oui. Alors, je prends le PDF puisque je suis à Quito en ce moment. Alors, donc, première. Cette étude porte sur le fonctionnement des réseaux intellectuels et sur les constructions identitaires culturelles dans l'Équateur de la première moitié du XXe siècle à travers un des groupes les plus célèbres de l'histoire des lettres équatoriennes, le groupe de Guayaquil, formé par Demetrio Aguilera Malta, José de la Cuadra, Joaquín Gallegos Lara, Enrique Gil Gilbert et Alfredo Pareja Diez Canseco. 5 jeunes écrivains nés dans les premières années du XXe siècle. L'apport essentiel du groupe à la littérature équatorienne est qu'il a cherché des voies nouvelles pour sortir d'un modernisme coupé des réalités locales tout en s'écartant du costumbrisme, littérature folklorisante, en donnant une importance accrue au dialogue et en renouvelant les techniques narratives. Cependant, nous n'aborderons pas l'analyse purement littéraire de leur œuvre, qui a déjà fait l'objet de nombreux travaux. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce début? Euh, en fait, là, je n'ai pas de recul. Et tu te Et dis, ça quand me tu lis plaît. ça, tu te dis c'est moi qui l'ai écrit? Ou tu te dis, tiens, j'ai l'impression que c'est déjà une étrangère qui composait ces lignes? En fait, je me vois pas en étrangère là quand j'écris en français maintenant. Ah oui, Voilà. d'accord. Et C'est, alors, si c'était à refaire, tu recommencerais comme ça? Ou tu dis non, je partirais sur autre chose, avec un autre ton ou...
Et je crois que je recommencerai comme ça parce que il faut que je mette en avant d'abord euh, le, l'état de la question, disons, que je les présente, c'est ce que je ne peux pas commencer autrement, je pense. Donc, C'est, t'assumes. j'assume. Parfait. Eh ben, écoute, Exactement. je te remercie beaucoup, beaucoup pour cet entretien et puis d'avoir accepté de manière générale de participer au projet Ma thèse et moi. Merci.